Monsieur le Président d'honneur, messieurs les bâtonniers, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, c'est pour moi aussi un honneur d'être ici à Tanger, une ville que je connais, un pays, le Maroc, que je connais et que j'aime beaucoup en raison de son hospitalité. Alors, abordons des technologies nouvelles sous le biais des contrefacteurs et des délinquants qui vont utiliser ces technologies pour s'immiscer dans nos vies privées, pour voler nos portefeuilles virtuels et pour se constituer des portefeuilles de Bitcoin grâce à des NFT et des techniques de tirage de tapis qu'on va développer très rapidement. Web, dark web, dark voice, le monde de l'intelligence artificielle ne cesse de se développer et depuis longtemps, les jeunes, les enfants, nos enfants ont été historiquement les premiers utilisateurs, les plus doués, les plus aguerris aux plateformes virtuelles, grâce aux jeux, grâce aux multiples jeux qui se sont développés sur Internet, grâce à l'informatique, et jusqu'à ces dernières années par la création pour ces spécialistes du jeu, et en premier lieu nos jeunes qui vont dépenser quelques centimes d'euros, quelques dirhams pour avoir accès à des jeux sur Internet, mais qui vont être les premiers par les contrefacteurs et les futurs blanchisseurs à se faire voler les quelques centimes ou les quelques dirhams qu'ils investissent en faisant leur jeu. Ils se créent un avatar, ces jeunes gens, souvent sous la forme d'un masque qu'ils portent autour, un casque virtuel qu'ils portent autour du crâne, les yeux couverts. Et ils se créent un monde virtuel dans lequel ils ont envie d'aller. L'un va être le roi de la planète, l'une va être la reine des fées, je ne sais quoi. En tous les cas, ils se créent dans leur monde et dans leur vision, dans leur casque, un monde virtuel. Et les pirates, ceux qui ont envie de s'introduire pour profiter de leur identité et de leur spécificité, s'introduisent dans les jeux que ces enfants utilisent. Et ainsi, on va de plus en plus loin. Le monde des jeux en ligne s'est développé auprès des grands-enfants, auprès des adultes qui aiment et qui adorent jouer aussi dans des lieux où ils se retrouvent, dans des cafés de jeux ou chez eux, à leur maison, dans leur maison depuis leur ordinateur. Ils se lancent dans une pratique indéfinie de jeux. Et les jeux vont plus loin car après avoir joué, après avoir investi, après avoir parié, de quelques centimes, de quelques dirhams, on passe à des euros, des centaines d'euros, des milliers, des millions de dirhams, jusqu'à réaliser des opérations financières. Et le développement infini de ces plateformes fait que aujourd'hui, grâce aux monnaies virtuelles, grâce au Bitcoin, grâce aux NFT, aux jetons non fongibles, qui n'ont aucune définition légale, qui ne sont définis par aucun texte, qui ne sont pas une monnaie, qui sont un moyen pour créer, pour alimenter des crypto-monnaies. On est de plus en plus technique et de moins en moins compréhensible. Et ceux qui s'adonnent à ces transactions quittant le domaine du jeu pour réaliser jusqu'à des opérations immobilières, vous avez des gens, regardez, on a vu nos enfants, on voit nos adultes qui font des jeux, voici les opérateurs économiques qui font des opérations immobilières entièrement en ligne. Vous avez un individu aux États-Unis qui a acheté virtuellement un immeuble pour 4 millions de dollars, virtuellement, et il se les fait dérober, parce que les pirates qui se sont introduits dans ces données, qui ont pris son identité, qui ont pris son œil, son regard, qui se sont introduits dans son avatar avec lequel il avait réalisé cette opération immobilière, ces pirates, avant que l'opération immobilière ne soit réalisée, que virtuellement l'acquéreur de ce bien immobilier à 4 millions de dollars ne l'ait acquis dans son portefeuille,
eh bien, les pirates ont tiré le tapis, rug pull en anglais, qui fait qu'ils prennent tous les jetons qui ont été utilisés et qui ne sont que virtuels pour les prendre dans leur propre portefeuille à eux, les pirates, et le faire disparaître totalement des écrans et des machines et des ordinateurs de ceux qui ont réalisé l'opération. Et voilà comment des enfants pour quelques centimes, des opérateurs économiques, des entreprises qui, là aussi, font des opérations financières entièrement grâce à ces monnaies virtuelles, se voient par des pirates informatiques et des techniques qui ne sont pas nouvelles. Nos délinquants savent très bien s'adapter aux nouvelles techniques et aux nouvelles intelligences, y compris à l'intelligence artificielle, pour eux-mêmes ne pas être dans l'artifice de l'intelligence, mais pour être dans la réalité d'une intelligence au service du détournement d'actifs, au service du blanchiment, et on est dans le cœur de notre sujet. Que dit la loi? Le métaverse. Pour résumer, le métaverse, c'est cet univers virtuel, méta en grec, c'est le au-delà, c'est ce qui nous dépasse. Et verse, ça vient de universe en anglais, c'est le monde entier. Donc métaverse, c'est un mot valide, valide, c'est pas sûr, mais c'est un mot valise qui regroupe l'ensemble des opérations informatiques qui vont du jeu de l'enfant qui met son casque et qui joue à être le roi du monde, à l'opérateur financier qui réalise des opérations financières. Et les pirates s'introduisent partout en volant et en faisant disparaître les données. Et tout d'un coup, ces jeunes avec leur avatar, où ils sont dans leur monde rêvé, tout s'éteint, c'est le noir. Ils sont dans le noir, dans le dark web. Et vous savez, j'en reviens à nos enfants parce que c'est important. Loana nous disait que les législations des bitcoins avaient plus que l'âge de raison, 16 ans. Nos jeunes de moins de 16 ans, quand ils se font voler leur identité, on leur vole pas seulement quelques centimes, mais souvent on s'introduit dans leur intimité et on les induit à commettre, des infractions d'ordre sexuel ou à les détourner au profit d'agresseurs sexuels. Le dark web, par le blanchiment, c'est aussi ça. C'est aussi l'atteinte à la vie privée, à la vie intime, des plus faibles et des plus vulnérables. Pas seulement des grands opérateurs économiques qui se font avoir, comme beaucoup d'autres, dans ces transactions financières, mais aussi les plus jeunes qui se font avoir. Et vous avez, grâce à ces infractions virtuelles, grâce à ces monnaies d'échange que sont le NFT, on investit, plus et plus de jetons, des jetons, c'est un jeu. Hop, le tapis est tiré, les jetons disparaissent, et on a, seulement pour alimenter ces jetons, on a de notre portefeuille virtuel de crypto-monnaie, c'était de l'argent matériel, c'était une monnaie fiduciaire qui était à l'origine de ça. Et l'argent qu'on a investi et qu'on a transféré de notre banque via ces jetons, eh bien, il disparaît. Et aller essayer de le retrouver alors que les délinquants qui sont par définition sans nationalité et n'ont aucune frontière font ce qu'ils veulent. Et on a une législation internationale qui est muette sur le métaverse, qui ne nous dit rien, parce que le législateur est encore dépassé. Et nous attendons, comme nous avons des grandes lois qui ont été évoquées depuis hier contre la corruption, contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme, que les crypto-monnaies alimentent et que les blanchisseurs maîtrisent depuis longtemps, les délinquants, les terroristes. Mais nous avons ici un autre domaine où la loi est muette. J'ai regardé la loi marocaine parce que c'est intéressant sur la corruption et notamment, et pour conclure, pour ne pas être trop long, parce que là aussi c'est un sujet qui est absolument infini, c'est juste, je ne suis pas un lanceur d'alerte, je veux alerter sur les risques que court tout le monde, du plus jeune au plus âgé, ceux qui utilisent ces avatars, ces personnages, ne se rendent pas compte comment les pirates arrivent à s'introduire dans leur tête et dans leurs pensées. Parce que vous avez des gens qui sont tellement obsédés par ces jeux, qui passent leur vie
dans un monde qui n'est plus un monde réel, qui est un monde virtuel, jusqu'à faire des investissements qui sont totalement virtuels, y compris les artistes. Vous avez au Maroc une affaire célèbre qui est partie de Casa, où beaucoup de blanchisseurs ont utilisé des œuvres d'art réelles et qu'on a retrouvées à Casa dans plusieurs appartements et qui provenaient d'on ne sait où, qui provenaient du blanchiment. Mais aujourd'hui, vous avez des œuvres d'art virtuelles. Il y a un film qui était assez drôle que j'avais vu sur Netflix il y a quelque temps, où c'était un artiste qui créait un masque, un casque, avec de multiples caméras autour de ce masque. Et quand il le revêtait, comme il avait rentré ses propres données, le casque, avec ses multiples caméras, vous voyez, dans toutes les directions et créer un monde virtuel extraordinaire. Et il mettait aux enchères ce casque et à chaque fois se présentait en personne avec le casque sur le visage dans des salles de vente et avec un commissaire-priseur, etc. Les enchères montaient et ça faisait monter virtuellement la valeur d'une œuvre qui n'était pas cessible, puisque ce casque était porté par l'artiste lui-même et s'il ne le portait pas, il ne pouvait plus être utilisé parce que ces données étaient reliées à son œil et à ses données physiologiques. Eh bien, dans ce film, le seul moyen pour les futurs blanchisseurs, pour les pirates, de voler cette œuvre virtuelle, c'était de voler l'artiste. Et ils volaient l'artiste avec son casque. Et une fois qu'ils avaient l'artiste en main, l'œuvre, ils pouvaient l'utiliser et faire monter les enchères encore plus, si bien que l'artiste devenait le complice de ces voleurs, car il réalisait que son œuvre, qui déjà pouvait être vendue virtuellement en salle des ventes plusieurs centaines de milliers d'euros, avec lui en personne, qui permettait d'utiliser, la valeur devenait exponentielle. Et comme ça, et c'était un film, mais on est aussi très proche d'une réalité et de nos intelligences artificielles. Donc la loi marocaine, qui est une loi qui s'inspire de toutes les législations internationales contre le blanchiment, prévoit que les professions juridiques indépendantes sont soumises aux obligations de vigilance. Et dans la liste des professions, on commence par les établissements financiers et les banquiers qui sont soumis aux obligations de vigilance, les avocats qui se livrent à des opérations financières, uniquement des opérations financières, pas notre activité judiciaire, car ça serait une atteinte trop forte au secret professionnel, quoique pour les anglo-saxons, ça ne pose aucun problème. Mais pour nous, de tradition continentale, pour vous, Marocains qui avaient une tradition juridique très proche de la nôtre, eh bien, dénoncer nos clients, parce que ça revient à ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire et que nous ne voulons pas faire, surtout dans un système, comme le disait mon ami Tariq hier, ici, à ce micro, vous vous plaigniez, vous receviez le procureur du roi, qui était très aimable et formidable, mais vous vous plaigniez de la disproportion entre vous, avocat pénaliste, qui êtes dépourvu de moyens, qui avez des droits, face à un parquet surpuissant. Nous, en France, c'est exactement la même chose. Dans notre procédure inquisitoire, nous, les avocats, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous pouvons accompagner nos clients qui sont victimes de piratage de leurs données. On fait ce qu'on peut, et on peut, parce que nous sommes des avocats pénalistes, aussi défendre les pirates. Ça nous arrive, et c'est notre métier. Notre métier nous appelle à lutter contre le blanchiment, peut-être, et parfois à défendre ceux qui blanchissent. C'est notre métier de pénaliste. Merci encore de votre attention.